Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Et oui, parce qu'on entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances, Patati et Patata. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, on a demandé à notre experte du jour, Madame Gaëlle Delepeau, responsable marketing RH chez SNCF, de nous rejoindre. Merci Gaëlle et bienvenue. Merci, avec plaisir. Bonjour Gaëlle et bienvenue. Donc SNCF, est-ce qu'on présente réellement SNCF? Oui, quand même, en quelques chiffres. Donc c'est 150 000, plus de 150 000 collaborateurs en France, c'est ça? C'est ça. Et en 2020, 3000, j'ai sur ma petite note, 3846 CDI. C'est ça, on a recruté 3846 collaborateurs en CDI pour les 5 sociétés de SNCF. Alors on s'y perd parfois, du coup, les sociétés de SNCF. Ouais. Vous avez la société mère, en fait, Ouais. et puis vous avez SNCF Réseau, qui s'occupe de la maintenance des voies et de tout ce qui va permettre au train de circuler, la circulation ferroviaire. Et vous avez SNCF Voyageurs, qui va proposer les services de train et qui va aussi s'occuper de maintenir ces fameux trains. Alors Gaëlle, une première question, parce que forcément c'est ce qu'on a envie de se dire tout de suite. On a passé une année qui n'était pas très joviale, d'un point de vue social, humain et business évidemment. La SNCF donc a cessé de faire circuler ses trains, oui ou non? On a entendu à la fois que lorsqu'il y a eu effectivement le confinement, tout s'est arrêté. Donc j'ai deux questions. Comment ça s'est passé? Et comment vous anticipez la reprise? Et comment vous avez certainement déjà anticipé la reprise des confinements, on l'a vécu, mais l'après-Covid. Alors effectivement, on a eu un très fort ralentissement au moment de confinement 1. Mais on ne s'est jamais arrêté de rouler. Finalement, les trains ont toujours circulé parce que vous avez tous les trains de marchandises qui ont très bien fonctionné pendant cette période. Les trains de voyageurs, évidemment, étaient moins nombreux, mais il y a eu des trains de voyageurs pour assurer malgré tout un service minimum. Et puis, on a aussi fait des trains sanitaires. Ouais, c'est bon, ça. Il y a eu beaucoup des trains sanitaires d'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup d'images dans le premier confinement. Et est-ce que c'est quelque chose qui a perduré ensuite? Alors les trains sanitaires, c'est vrai, ont été beaucoup mis en avant au premier confinement. Oui, parce que c'était quelque part un peu innovant, même si. Et en fait, l'organisation sanitaire ensuite a permis d'avoir moins de besoins là-dessus. D'accord. Donc après, on a eu les clients loisirs étaient au rendez-vous de l'été dernier. Les Français ont voyagé dans les trains, ils sont restés en France, ils ont pris le train, ils ont repris le train. La confiance est entièrement conservée. On est en sécurité dans les trains, sur tous les aspects, y compris sanitaires, avec un renouvellement de l'air. Donc ça a permis effectivement de garder le lien avec les Français. Par contre, c'est vrai que la situation globalement, le ralentissement des déplacements, le deuxième et le troisième confinement nous ont fait vraiment mal au business et la clientèle à faire n'est pas encore là. Mais une nouvelle gamme tarifaire est sortie tout récemment et va permettre justement de s'adapter aux nouvelles habitudes des Français, et notamment les habitudes de télétravail. D'accord. Vous avez là un nouvel abonnement qui sort, qui est l'abonnement pour les télétravailleurs. Ah, et c'est quoi? Je connaissais pas. Qui sont en province, qui travaillent à Paris, par exemple, notamment, ou qui sont dans des campagnes et travaillent plus dans des villes, et qui va avoir la possibilité de bénéficier d'un abonnement pour pouvoir faire leurs 2 ou 3 jours de présentiel. Et par rapport à ce qui existe déjà, c'est quoi? C'est plus de flexibilité ou parce qu'il y a déjà les cartes SNCF où c'est on peut ça, prendre mais là n'importe c'est une quel train. refonte totale en fait de la gamme d'accord. tarifaire. Donc oui, plus de flexibilité, plus de clarté, plus de simplicité D'accord. et plus de petits prix. Oui, bien Et sûr. les petits prix, ça a aussi été le lot de la reprise. Il y a eu énormément de petits prix proposés pour l'été dernier. Il y a encore des prix très attractifs et très avantageux pour cet été pour permettre à tous les Français de prendre le train
pour leur destination de vacances. Alors on imagine que si vous avez proposé en fait cette offre à vos clients, c'est que vous croyez en le télétravail. Sur les 150 000 collaborateurs, combien sont finalement en télétravail et combien vont évoluer peut-être vers une reprise normale, souhaitée par beaucoup de salariés aussi, donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Alors les trains roulent 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc du coup, il n'y a pas de télétravail pour les personnes qui maintiennent les trains, qui les conduisent, qui entretiennent les voies, qui sont dans les postes d'aiguillage également. Donc c'est évidemment, il faut qu'on soit au rendez-vous, il faut qu'on soit ponctuel, il faut qu'on soit au rendez-vous de nos trains et de nos clients. Donc le télétravail est une facilité, par contre, qui est très présente depuis très longtemps pour les personnes qui sont davantage en fonction support. Et l'avenant de télétravail, c'est simplifié, digitalisé, c'est généralisé. Et vous avez en tête combien de personnes sont en fonction support? Non, ça c'est pas une donnée que j'ai. Et donc là on est. Alors on va reprendre la présence sur site cette semaine. Ah d'accord. On était à 100%. Rappelons-le, nous sommes en juin actuellement et voilà, ça sera diffusé en septembre. Donc la reprise s'était faite progressivement, 1 jour par semaine, puis 2 jours par semaine, puis 3 jours par semaine, et puis ensuite l'application des avenants télétravail pour 1 ou 2 jours de télétravail par semaine dans le cadre d'une situation qui n'a plus de contraintes sanitaires. D'accord, très bien. Ouais, moi j'ai une question sur le. On parle de télétravail effectivement à peu près tous les niveaux, à toutes les strates. Quand on est un, c'est pas, j'allais dire une bêtise, groupe SNCF, mais non, c'est SNCF. Moi, je m'y perds aussi. Comment on fait pour recruter dans ces situations-là, en fait, des collaborateurs en visio, par exemple, à 100% visio, ça vous est arrivé? Ça arrive encore? Est-ce que ça a changé quelque chose qui va perdurer dans le temps, dans l'après-crise sanitaire? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a fait 3846 recrutements en CDI en 2020. Donc c'était hyper volumique. Quand est arrivé le premier confinement le 17 mars, on avait encore, on savait qu'on allait garder la trajectoire parce que les gens qu'on recrute en mars 2017, c'est des gens qui vont peut-être exercer leur métier qu'un an plus tard parce qu'il y a la formation, par exemple pour la conduite des trains, qui dure 1 an. Oui, bien sûr. Donc la trajectoire a été conservée. Donc il a fallu conserver la logique, la stratégie que vous aviez en place. De recrutement, ouais. Exactement, donc on n'a pas pu s'arrêter. Bien sûr. Et il a fallu rapidement s'adapter et mettre en œuvre des tests à distance, tout ce qui est test de personnalité et d'évaluation. Vous les aviez pas avant? Alors non, parce que c'est peut-être. nous qui les concevons. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'on avait, par facilité par rapport à l'aspect confidentiel de ces tests, ils étaient réalisés en agence de recrutement. D'accord. Donc là, il a fallu trouver rapidement les solutions pour permettre de réaliser ces tests à distance, et ça a été fait. Les entretiens également à distance, donc les entretiens individuels, ça paraît hyper simple et classique et facile, mais aussi des entretiens collectifs. On a des entretiens collectifs et on a des mises en situation collectives, notamment pour les métiers de la relation client, mais aussi les métiers de la sûreté ferroviaire, qui sont des mises en situation qui sont assez différentes de celles de la relation client et qui sont un petit peu plus élaborées, on va dire, dans la mise en scène. Ouais. Et toutes ces manières de recruter, d'évaluer les candidats ont été adaptées pour permettre de faire du 100% à distance sur la partie évaluation des candidats, des compétences. Donc process digital, 100%, en tout cas pendant toutes les périodes. Et est-ce que vous allez revenir en arrière par rapport à ça, ou c'est quelque chose maintenant qui est intégré en 100% chez vous? Alors, on a fait du 100% à distance pendant le premier confinement, et puis on a fait une reprise progressive, mais évidemment tous les candidats qui n'étaient pas à l'aise avec cette situation, pour différentes raisons, et notamment avec une attention particulière pour les candidats en situation de handicap, pouvaient bénéficier d'un processus normal. Pas pendant le confinement 1 qui était très serré, mais on a bien conservé leur candidature pour les faire venir en agence de recrutement ultérieurement. Comment on répartit du coup? Comment on répartit, où on dit bah tiens non, toi t'es pas ok pour ce process-là 100% digital, on se donne rendez-vous telle date à tel endroit. Comment on leur laisse le choix aux candidats en fait
Alors, c'est soit une demande du candidat, soit dans le D'accord. dialogue avec chacun des recruteurs Ok. dans le Ouais, cadre qui fait, de leur relation D'accord. individuelle. Ok. Et du coup, la reprise en présentiel s'est faite progressivement avec le maintien de certaines possibilités à distance, notamment pour les personnes qui de province doivent venir à Paris pour rencontrer les recruteurs en agence de recrutement qui se trouvent à Paris. Elles ne sont pas toutes à Paris, mais voilà, dans cet exemple-là. Donc la possibilité de varier les modes de rencontre et d'évaluation. Donc Ok. ça, c'est toujours présent. Ok, d'accord. En termes d'évolution en interne, vous avez sûrement des... Enfin, c'est assez reconnu en termes de communication SNCF pour les évolutions possibles. Il y a des ponts qui peuvent se faire entre certains jobs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? L'évolution existe vraiment? Elle est toujours aussi présente qu'avant? Comment ça se passe? Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très fort chez SNCF. On propose des parcours pour ceux qui le souhaitent, que ce soit des parcours horizontaux, des parcours verticaux. Il y a la possibilité de mobilité interentreprise aussi, donc dans les sociétés que j'ai présentées tout à l'heure avec SNCF, avec Arrêt Connexion également. Donc il y a cette mobilité. Il y a aussi le développement de compétences. En fait, la SNCF, c'est 150 métiers. Donc il y a une variété de métiers pour laquelle on a la chance de pouvoir être formé. Et on peut évoluer. On peut aussi prendre des responsabilités, progresser si on le souhaite. Et on est un véritable vecteur d'ascenseur social. En fait, on a 70% des cadres qui le sont devenus par promotion interne, par exemple. Mais du coup, dans le recrutement en tant que tel, vous avez besoin de cette logique apprenante. Parce que presque pour l'ensemble des métiers, vous avez besoin de gens en fait, qui vont avoir envie de se former avant de savoir faire par rapport à d'autres métiers ou d'autres entreprises. Et là, du coup, est-ce que ça change quelque chose dans le recrutement en tant que tel? Est-ce que c'est la même chose de recruter en fait quelqu'un qui peut être formé pour une mission donc presque un peu comme une école à certains moments, en comparaison d'une entreprise où on va recruter quelqu'un puis on va lui dire à partir de lundi, tu dois être opérationnel sur ton job. Est-ce que dans le processus de recrutement, c'est différenciant? Alors effectivement, une compétence qui est particulièrement évaluée dans nos process, c'est la capacité d'apprentissage, parce que les métiers dans lesquels on recrute, pour certains, sont des métiers qu'on n'apprend pas à l'école, comme la conduite des trains Ouais, puis vous êtes ou un peu l'aiguillage, seul par finalement. exemple. Ouais, voilà. Donc, Il y a d'autres métiers, effectivement, qui sont techniques, sur des profils sur lesquels vous êtes formé, du type électricité, électrotechnique, mécanique, etc. Pour lesquels, par contre, à l'école, vous n'êtes pas forcément formé aux 15 000 volts. Donc on va effectivement, en général, avoir une formation initiale qui peut durer à peu près 3 à 12 mois. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, exercer le même métier toute votre carrière. Et si vous souhaitez, par contre, diversifier vos compétences, prendre davantage de vos responsabilités, ce sont des parcours qui sont encouragés dans l'entreprise. Vous avez vraiment toutes les chances de réaliser vos ambitions. Ok, d'accord, c'est très clair. Vous avez évoqué le handicap. Effectivement, on a des chiffres, 6483 collaborateurs en situation de handicap. Il y a une politique particulière qui est menée en interne et ou des campagnes aussi en externe pour recruter, en tout cas spécifiquement, en tout cas montrer l'ouverture des SNCF au handicap. Alors, il y a un très fort engagement de SNCF en faveur des personnes en situation de handicap, avec des actions qui sont menées en faveur du maintien dans l'emploi des salariés, et puis aussi pour recruter des personnes en situation de handicap. Donc voilà, on fait savoir que SNCF est handi accueillante, et on va chercher ces populations à travers des campagnes médias pour donner sa chance à toutes et à tous. Quels sont les principaux freins du coup sur le handicap en interne, s'il y en a, parce que vous parliez justement d'aiguilleurs, etc. Ces métiers-là, est-ce que c'est antinomique avec le handicap? Alors, bien que le handicap, il y a toute forme de handicap évidemment, et notamment 80% non visibles. Comment vous recrutez de façon très large ou parfois même spécifique sur certains métiers? Alors effectivement, la plupart des handicaps sont non visibles et en fait, pour nous, seules les compétences comptent. Ouais. Ce qui fait que tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Après, ça sera le médecin du travail qui sera en capacité de déterminer
si tel ou tel handicap est compatible avec le poste exercé, mais surtout qu'il va être en capacité aussi de proposer des adaptations au poste de travail pour permettre à tout le monde d'être à l'aise sur le poste qu'il vise. Parce que c'est vrai que les adaptations ne sont pas non plus, on s'imagine, on ne connaît pas forcément les métiers, mais les adaptations sont peut-être parfois plus importantes que dans certains autres jobs ou secteurs. La complexité, tu veux dire. Ouais, la complexité d'adapter à des jobs techniques, etc. Après, c'est de l'extérieur, ou même une personne qui le vit au quotidien, ce job-là, se dit peut-être que c'est pas possible d'avoir une adaptation, mais évidemment, tout est possible, on fait des choses formidables. D'accord, ok. La SNCF, ça fait 9 ans que vous êtes top employeur. Donc il y a forcément des raisons derrière tout ça. Qu'est-ce qui fait que votre management interne encourage considérablement en fait cette logique? Je veux dire, aujourd'hui, top employeur, en fait, il y a vraiment des questions qui sont posées à ce niveau-là. Donc le management doit derrière en fait avoir une ouverture vis-à-vis en fait de l'ensemble des collaborateurs. Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que c'est différenciant ou pas? Est-ce que chacun est plutôt responsable de son périmètre? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun en fait chez vous? Chez SNCF, dans le management, on demande aux managers de développer leurs collaborateurs, et les collaborateurs, ils savent que chez SNCF, ils vont pouvoir se développer. Donc déjà, voilà, on a quand même une rencontre de cette ambition. Et puis, on est aussi dans une démarche d'excellence opérationnelle. Donc on est sans cesse en re-questionnement, et on est aussi en re-questionnement de nos pratiques RH. Et ça, c'est quand même un critère qui est essentiel pour être top employeur, c'est d'être en capacité chaque année de faire mieux que l'année précédente. Donc ça fait partie, je dirais, des 2 leviers essentiels pour à la fois qui concernent le management, les collaborateurs et le mode de fonctionnement de l'entreprise avec cette ambition d'excellence opérationnelle. Okay. Si on revient plus sur le recrutement maintenant en tant que tel, sur le parcours candidat, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place dernièrement pour fluidifier, notamment sur des jobs qui seraient pénuriques, et on le sait, parfois les sites carrières ne sont pas accessibles à tous, on manque de candidatures qualifiées sur certains postes. Est-ce que vous avez des problématiques sur certains jobs pénuriques, et est-ce que vous avez mis en face des solutions qui vous ont permis, pour donner quelques tips à ceux qui nous écoutent, qui ont permis finalement de fluidifier les choses et de recevoir des CV peut-être plus qualifiés? Est-ce que vous avez des choses là-dessus, parce que vous avez quand même des métiers très spécifiques? Alors, la première chose, je dirais, c'est de faire savoir qu'on recrute, sur quel métier on recrute, comment va se passer le processus de recrutement, justement, pour élaborer, pour mettre en œuvre une relation de confiance avec nos candidats. Ouais, donner de la visibilité, en fait, sur... Ouais, et ça, par exemple, c'est une action qu'on a faite pendant le premier confinement. Enfin, on s'est dit, il faut absolument qu'on garde la relation de proximité avec nos prospects candidats. Ça vous est arrivé tout de suite en tête de vous dire, voilà, il faut absolument qu'on continue cette relation, il ne faut pas qu'on coupe. C'est ça, et du coup on a organisé un live chat pour faire savoir que SNCF continue à recruter, pour évoquer les métiers dans lesquels on recrutait, les bassins d'emploi, etc. Et c'est un live chat qui a super bien marché. D'accord. Ils ont toujours beaucoup de succès, mais celui-ci en particulier, parce qu'en fait on a répondu à une véritable attente par rapport aux inquiétudes des Français pendant cette période. Donc bon, on en Ça les rassurait peut-être de parler avec la SNCF à ce moment-là. C'est rassurant un peu comme entreprise, vous avez une marque employeur qui est rassurante? Absolument, surtout dans un contexte de crise, c'est vrai que on incarne des valeurs fortes. Des valeurs historiques, ouais, absolument. Sûr. Et du coup, j'ai un peu oublié la question. La question allait sur, du coup moi aussi. Ah non, sur le parcours candidat en tant que tel. Est-ce qu'il y a en fait des tips qui ont été mis en place pour fluidifier, pour améliorer le parcours sur certains jobs pénuriques? Ouais. Donc du coup, déjà faire savoir qu'on recrutait, en gardant une relation de proximité, on a continué à animer notre communauté sur les réseaux sociaux, justement à montrer c'était quoi le nouveau process de recrutement,
pour dire ça continue, on fait 100% à distance, voilà ce qui va se passer, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis effectivement on a toujours ces emplois pénuriques dans lesquels on recrute, dans la mécanique, l'électricité, les télécoms, le BTP et le SI par exemple. On a aussi des métiers en forte tension comme la conduite des trains, l'aiguillage et la production des trains, tout ce qui va concerner accroche-décroche des trains. Et donc il est important de réussir à driver. Là, ces métiers-là, ils venaient en chat. Là, par exemple, Absolument. aiguillage, etc. Ce sont Oui. vraiment des métiers qui se sont connectés, donc pour le coup, qui vous ont posé des questions. Voilà, c'est des personnes justement qui se posent des questions sur c'est quoi le quotidien d'un aiguilleur du rail, comment est-ce que je peux devenir conductrice de train, ou bien... Ça, c'était propre à la période, pardon, ou ça a déjà été le cas Non, sur ça, ces c'est typologies des questions. Oui, c'est des questions qui sont présentes en Même permanence. sur ces typologies de postes, en fait. Absolument. Ouais, oui, d'accord. oui, oui. Et cette typologie de poste, ce sont des gens que vous touchez sur Instagram, sur TikTok, vous les touchez en fait sur des canaux qu'ils fréquentent, ou pas, ou vous expliquez simplement que vous avez un chat qui va être ouvert et tout le monde vient. Alors typiquement pour les chats, on va faire effectivement de la promotion en social media, sur les réseaux sociaux, Ouais, en réseau. organique et en achat média. Et après, sinon, on va activer un certain nombre de leviers, que ce soit effectivement en choisissant un certain nombre de centres d'intérêt, de critères, etc., ou bien en allant chercher l'audience qui préexiste de partenaires. Voilà, donc par exemple, récemment, on a mené une opération sur TikTok avec 7 influenceurs qui, du coup, ont utilisé les codes de TikTok et ont pu rester dans cet aspect assez fun de ce réseau social qui a explosé lors du premier confinement et qui est complètement addictif. Et ils ont chacun illustré, mis en avant un des métiers dans lesquels on recrute. Et donc on a pu ainsi, alors je crois qu'on a eu 1,5 million de vues, et ça passe ça jamais a inaperçu. reçu un accueil Parce que hyper bon. finalement, vous avez touché des personnes qui ne connaissaient pas ces métiers sur ce média-là, qui peut-être demain auront envie de démocratiser ce métier à travers un peu la starification via ces influenceurs-là. Ouais. Peut-être, mais en plus, Non, mais alors on a ça eu fait- des ça fait commentaires partie hyper de- positifs, il y a eu 37% d'engagement, Ouais. mais on a eu des commentaires qui disent « Ah, mais c'est le métier que je fais d'accord. Et il y a eu, D'accord. du coup, même les collaborateurs qui se sont pris à ce jeu sur TikTok. Ouais, donc ça a créé une émulsion et ça C'est peut une reconnaissance. même perdurer sur TikTok. Ouais, D'accord. ouais. Bah, on a des collaborateurs et des collaboratrices qui sont extrêmement fiers du métier qu'ils exercent, parce qu'ils sont dans une ambiance collective qui permet de produire chaque jour finalement quelque chose d'un peu exceptionnel, parce que tout est réglé sur du papier à musique pour faire rouler un train. Donc on est dans un collectif de travail qui est très qui crée effectivement de l'émulation. Donc en termes de stratégie, on va dire d'engagement des salariés, comme c'est à la mode de le dire, d'employé advocacy, aujourd'hui, la SNCF, il y a un engagement très fort des collaborateurs, mais on le voit d'ailleurs quand on voit certains posts qui sont likés, etc., que ce soit sur LinkedIn ou même sur les autres réseaux sociaux. Vous êtes terriblement suivis, il y a beaucoup de collaborateurs en fait, qui soutiennent la marque. Comment vous expliquez ça finalement, ce soutien à la marque, cet engagement à la marque qui fierté, peut exister, cette fierté qui peut exister chez vous? Enfin, on l'a dit peut-être par l'historique aussi, mais Oui, qu'est-ce qui fait et puis les valeurs fortes de SNCF. SNCF, c'est une entreprise d'utilité publique. Enfin, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin si c'est pas pour se rendre utile en fait? Ouais, bien sûr. Donc ça déjà on est heureux d'aller au travail quand on travaille à la SNCF, parce qu'on sait qu'on va être utile aux Français, Puis qu'on c'est va être peut-être utile aux autres. terriblement actuel. C'est peut-être terriblement actuel et peut-être que vos valeurs résonnent terriblement actuellement. Ouais, c'est certain. Il y a des engagements forts aussi en faveur de la diversité, avec on a des politiques inclusives qui sont extrêmement affirmées. C'est-à-dire que chez SNCF, tout à l'heure on a déjà parlé des travailleurs en situation de handicap, avec des moyens qui sont mis pour le maintien dans l'emploi par exemple. Il y a aussi des... Parité peut-être? La parité homme-femme?
Alors, c'est pas le même sujet, mais peut-être, ça. effectivement, enfin, C'est la aligné, C'est pas parité, exactement le Notre- sujet, mais En ça fait, a l'intérêt. très récemment, il y a eu chaque année, il y a les indicateurs de mixité qu'il faut sortir donc, désormais. Donc, SNCF s'est prêté à l'exercice dès l'année dernière quand c'était facultatif. On l'a renouvelé évidemment cette année, avec par société des indicateurs qui sont tous supérieurs à 80. Donc voilà, c'est une C'est entreprise très bien, ouais. qui porte une grande attention à la mixité. Qui met en œuvre de nombreux messages à l'attention des collaborateurs et collaboratrices pour éviter tout ce qui peut porter atteinte aux femmes, notamment en termes de ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Et donc on combat ça au quotidien auprès des managers, auprès des équipes. Et puis on a aussi une forte volonté de féminiser les équipes de SNCF. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la parité dans les effectifs. Parce que la difficulté en fait des métiers techniques, j'imagine, pas que. C'est-à-dire. C'est ça exactement. Voilà, c'est vrai qu'en sortie d'études en électricité, mécanique, électrotechnique, télécom, SI, il y a moins de femmes que d'hommes. Donc forcément, on reçoit moins de CV de femmes que d'hommes. Et Par pourtant, la digitalisation, enfin, pas que, mais les nouveaux outils, les innovations, aujourd'hui c'est peut-être moins pénible, certains jobs sont moins difficiles. Mais si t'es pas Peut-être que formé, certains outils, oui, mais justement, il manque peut-être les formations en face, mais Alors c'est ça. Donc en fait, nous, on actionne vraiment de nombreux leviers. Déjà, on veut déconstruire les clichés par rapport à ça. Donc on réalise, par exemple, on est très présent sur les Girls' Day, on va parler dans les écoles pour expliquer nos métiers jeunes femmes. Enfin, on intervient aussi dans les établissements, on présente nos métiers. D'accord. En termes de mixité, ce qu'on souhaite aussi, c'est recruter davantage de femmes dans tous les métiers. Donc en fait, il y a une vraie volonté. dans les métiers techniques, on essaie de déconstruire les clichés pour changer un petit peu les mentalités. Par rapport, par exemple, on y arrive assez bien, notamment chez les cadres. On reçoit davantage de CV de femmes et on recrute davantage de femmes qu'il n'y a de pourcentage de femmes, par exemple, en école d'ingénieur. D'accord. Donc on arrive à être attractif pour les femmes et on voudrait l'être davantage et notamment sur des métiers où pour le coup la spécialisation des études n'a pas forcément une grande importance. Notamment, je vous parlais tout à l'heure des métiers pour lesquels on va être intégralement formé dans l'entreprise, comme les métiers de la conduite des trains ou les métiers de la circulation ferroviaire. C'est des métiers que vous n'apprenez pas à l'école et pour lesquels être une femme, être un homme, dans tous nos métiers, il n'y a pas de différence. Mais là, à vrai dire, pour conduire un train, pour orienter des trains, il n'y a pas de prérequis Technique. Il n'y a pas de barrière, qui font que votre formation initiale va être un frein au recrutement. Donc vous vous basez sur quoi pour recruter, ou en tout cas pour accepter ce flot de candidatures quand il y en a? C'est quoi? C'est sur le savoir-être? Alors oui, les compétences comportementales sont essentielles. Ouais. Et puis ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. On a depuis qu'on ne recrute plus au statut cheminot depuis janvier 2020, on a la possibilité de s'intéresser justement davantage aux compétences comportementales et à l'expérience, alors qu'avant on devait se centrer peut-être plus sur les diplômes. Donc on a vraiment un champ des possibles formidable par rapport à ça et on attache beaucoup d'importance aux compétences comportementales, notamment l'esprit d'équipe. Évidemment la rigueur et le sang-froid aussi, puisqu'on est quand même dans des métiers de sécurité ferroviaire, dans des métiers où il faut gérer des situations qui peuvent être un petit peu différentes de ce qui était prévu. Il y a une thématique qu'on n'a pas encore nécessairement abordée, on l'a contournée, mais c'est la formation. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique chez SNCF, en tout cas qui est nécessaire de relever et qui est différenciant et dont vous êtes fiers, j'imagine? Alors effectivement, il y a la formation initiale à la prise de poste pour être formé au métier sur lequel vous allez exercer ou aux spécificités ferroviaires dans votre métier. Et on propose aussi l'école des métiers SNCF. Donc l'école des métiers SNCF, c'est plusieurs dizaines de formations qui portent sur les métiers du ferroviaire et qui sont en alternance. Donc on fournit la formation clé en main, c'est-à-dire l'école et l'entreprise. C'est gratuit, c'est rémunéré
Et vous avez un certain nombre d'avantages, comme par rapport à la circulation dans les trains ou par rapport au logement, pour accompagner toute votre durée de formation. À l'issue de votre formation, vous avez un traitement aussi privilégié de votre candidature si vous souhaitez postuler pour un poste en CDI chez SNCF. Donc pour bien que je comprenne, il faut qu'on soit à l'école? Ou est-ce que ça peut être à n'importe quel âge? Non, il faut avoir une école. Alors, on propose des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation. D'accord. On propose aussi des formations pour des reconversions. Et en particulier, on a des formations qui sont dédiées aux personnes en situation de handicap, qu'on appelle les formations en train. Et qui vont permettre un retour à l'emploi en fait avec d'abord 2 mois d'accompagnement et de remise à niveau avant de pouvoir dérouler la formation spécifique à un métier. Il y en a vraiment pour tous les publics chez SNCF. Merci Gaël Delepeau d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes responsable marketing RH chez SNCF. Merci pour cette interview très intéressante. Avec plaisir. Merci Gaël, à bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.